peu la réponse, mais je vais la faire quand même. C'est les deux. C'est-à-dire que l'agriculture doit s'adapter à la ville et réciproquement. Mais je pense qu'il y a quand même un gros enjeu sociologique à ce que l'agriculture s'ouvre, le monde agricole, s'ouvre à des réalités de la ville. Quand je disais tout le monde n'a pas envie de travailler, je crois que dans le bouquin on développe cette histoire de... Enfin bon, bref. Je pense qu'il faut aussi entendre, du point de vue agricole, des thèmes et des problématiques qui ne sont pas celles d'emblée du monde agricole. Mais ça marche dans les deux sens, hein, je suis d'accord avec vous. Après, sur l'agriculture syntropique, c'est hyper intéressant, enfin vraiment, je suis d'accord avec vous. Après, il faut regarder dans le détail. Alors, l'agriculture syntropique, c'est une agriculture qui est plutôt inspirée des modèles tropicaux, très multistrates, donc avec c'est des milieux semi-ouverts, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc typiquement, ça sera les jardins qu'on va avoir, les jardins créoles ou en Afrique tropicale, avec des arbres, etc. Et donc effectivement, il y a une productivité maximum parce que c'est 3 strates par rapport à... un point de vigilance là-dessus, c'est on a regardé par exemple aussi sur la permaculture, hein, pareil, ou au bec et loin, etc. Quand vous regardez le bec et loin, alors je ne sais plus les surfaces, ça doit être 3 hectares de maraîchage, c'est de la folie, c'est génial, etc. Ils ne s'en cachent pas, c'est 15 hectares de prairies derrière pour fertiliser. Donc, toute la question, c'est l'agriculture syntropique. Quels sont les transferts de fertilité qu'il peut y avoir? Après, moi, depuis ça, j'ai découvert un autre truc, on parle beaucoup en agro. Les légumineuses ont été l'alpha et l'oméga, et c'est super important, les légumineuses. J'ai découvert récemment les bactéries libres du sol, qui fixent de l'azote sans être en fixation symbiotique, et qui pourrait expliquer en fait une productivité des milieux naturels bien plus forte que ce que juste un agro va pouvoir expliquer. Donc là où ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est faut regarder la nature, c'est beaucoup plus riche qu'un tableur Excel. Je suis d'accord avec vous. Moi j'avais une question, parce qu'il y a une diapo où le titre parlait d'emploi. En fait, moi j'ai été un peu frustrée de l'intérieur. Est-ce que dans le modèle il y a ce... Non. Et pour l'arrêt des pesticides, c'est souvent quelque chose qu'on nous renvoie comme contre-argument, qu'il faudrait mettre tellement plus de personnes dans les champs pour arrêter les pesticides. Alors, dans le bouquin, on explique pourquoi on ne l'a pas fait. Parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est un tel changement de toute la chaîne de valeur alimentaire que la modélisation des prix ne voudrait plus rien dire. Si je dis ça, c'est qu'il y a des modèles qui modélisent ça. Mais ils sont paramétrés sur une chaîne de valeur qui est ce qu'elle est, avec la structure qu'elle est, et on va avoir des chocs de production, de machin, etc. Et donc, effectivement, si vous augmentez la bio de 5%, ça pourrait vous dire quelque chose. Mais ils sont complètement aveugles au changement qu'on dit. Donc, on explique pourquoi, pour nous, ça ne nous semble pas possible de le faire. Par contre, on essaye d'avoir des raisonnements plus qualitatifs, des éléments d'accroche qui sont le small and medium, etc. Donc, plus d'agriculteurs, oui, mais on ne va pas se risquer parce qu'en plus, ça dépend des prix, des politiques publiques, enfin, ça dépend de tellement de facteurs que là... Si c'est pisser un chiffre pour pisser un chiffre, comme Jean Covici, on peut dire 5 millions d'agriculteurs, oui, ok, oui, 5 millions d'agriculteurs, et tu vas démontrer que tu peux arriver à 1 million d'agriculteurs, mais bon, ça ne veut rien dire. Oui. Oui, donc on n'a pas parlé par contre de la valeur nutritionnelle des aliments, et qui a descendu visiblement depuis une trentaine d'années, alors dû au mode de culture, aux nouvelles semences aussi. Donc, quid de ça en fait? Bon, alors, je vous mentirais si je disais que j'étais vraiment un expert là-dessus. Par contre, ce que je pense, c'est que ça va largement dans le bon sens. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonne journée, c'est la réponse. Je me balade. Moi, je pense à l'antagonisme nourrir le monde et ne pas l'empoisonner par les pesticides. En fait, et pour être un peu utopique, et si on aidait les consommateurs qui ont un rôle important là-dedans, et si on les aidait pour faire des choix dans ce sens? Oui. Aider comment? Aider comment? Parce que... Par des aides. Ah, par des aides. Voilà.
Alors aussi, on peut les aider. J'ai beaucoup bossé ces derniers temps sur l'affichage environnemental proposé par l'ADEME. Je mets les pieds dans le plat. Et dans l'ADEME, l'aliment le pire que vous puissiez manger pour l'environnement, c'est l'agneau à l'herbe. L'agneau à l'herbe. Ben oui, beaucoup d'espace, beaucoup de surface, beaucoup de méthane par kilo. La meilleure viande que vous puissiez manger, quand je disais, c'était pas une blague, c'est le poulet industrie, etc. Donc déjà aussi, là, et alors le pesticide, c'est complètement aveugle parce que comme c'est ramené au kilo. Donc je suis d'accord, il y a le fric, et je parlais des normes, moi c'est un exemple très concret. Je suis impliqué dans le Planet Score, qui est l'alternative, et on peut réfléchir là-dessus. Moi j'ai une question assez simple ici, à votre droite. Je cherche un chiffre depuis pas mal de temps, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Est-ce que si on fait tout un équilibre au niveau des forêts, des sols, de tout ce qu'on peut cultiver, des pâturages et tout ce qu'on veut, la France peut nourrir 50 millions de personnes, 70 millions de personnes, 100 millions de personnes? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur avec un équilibre, on va dire, pour ne pas polluer les sols et tout ça? Est-ce qu'on est capable d'une autosuffisance et pour combien de personnes? Alors, je pourrais le calculer assez facilement, le chiffre. C'est plus que 60 millions de personnes, c'est sûr. Je pense qu'il ne faut surtout pas que la France pense en autosuffisance, pour la raison que j'ai dit. C'est pas la question. Je pense que c'est à une échelle européenne. Il y a des zones qui sont très peuplées, il y a des zones qui sont moins peuplées. La France est plutôt un grand pays agricole ramené à l'habitant. Donc si c'est juste une question d'autonomie, je ne sais pas, enfin, à vue de nez, ça doit être à 1,5 fois plus, mais voilà. C'est-à-dire pour vous, on peut nourrir 100 millions de personnes? Bah, différemment, déjà. Oui, non, la d'accord. question, Je cherche. mais, Ça, les encore Pays-Bas. une fois, je me refuse à poser uniquement la question comme ça. Encore 1, 2, 3, et après on passe à la table ronde. Vous pourrez poser à nouveau des questions. Oui, moi c'était pour des petites remarques. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les vaches, du coup, elles produisaient une certaine quantité de méthane. Alors en fait, il y avait quelqu'un qui expliquait que du coup, elles ne vivaient pas forcément dans leur lieu naturel, et qu'en fait, avec l'alimentation qu'on leur fournit, alors que si elles s'alimentaient de leur alimentation d'origine, elles ne produiraient pas forcément le méthane qu'elles produisent aujourd'hui. Je voulais savoir si c'était du coup effectivement si en fait on revenait à une alimentation normale, en fait, est-ce qu'il y a ce problème qui disparaîtrait? Elles en produiraient plus. Comment? Elles en produiraient plus. Ben oui, le méthane, c'est le coût à payer pour transformer de la cellulose en produits animaux. Si vous voulez baisser les émissions de méthane des vaches, vous les nourrissez avec du maïs soja et des compléments. C'est un peu inconfortable, mais vous les transformez en poulet. Ensuite, c'est juste après, je revenais, c'était tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui expliquait qu'il fallait revenir un peu à de la démocratie, etc. Le concept de démocratie dans l'agroécologie. Sauf qu'en fait, je trouve ça assez incohérent, parce que du coup, actuellement, on n'est pas déjà, la démocratie, c'est un concept, sauf qu'on n'est pas dans un concept. On est en République. Et que si on devait mettre de la démocratie, en fait, actuellement, on n'en est pas dans l'alimentation. C'est-à-dire que nous, on ne décide pas de ce qu'on mange. Et en fait, il y a pas mal de paradoxes en termes de démocratie. Et puis, effectivement, si on devrait remettre quelque chose, est-ce que ce serait une question de démocratie? Et en même temps, dans les années à venir, est-ce qu'on aura vraiment le choix de ce qu'on doit manger? Si à un moment donné, on veut toujours vivre avec le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, ou le modèle occidental, est-ce qu'on finira par pouvoir se dire, moi je veux continuer à pouvoir manger autant de viande, ou autant de burgers, ou j'en sais rien, de nuggets, comme vous disiez, autant que je veux, alors qu'en fait, finalement, on se retrouve à une certaine limite où, en fait, qu'on décide ou qu'on décide pas, on n'aura pas le choix. Et il y avait mon voisin qui est parti, c'est dommage, mais tout à l'heure qui parlait du fait qu'on n'est plus dans l'agriculture, on est dans de la pétroculture. Et moi j'avais vu une étude qui disait qu'à une époque, après la Seconde Guerre mondiale, on était pour 4 tonnes de production agricole, on était à 1 tonne de matière issue du pétrole, et qu'aujourd'hui on est plutôt pour 1 tonne à 7 tonnes de produits issus du pétrole. Donc en fait, est-ce que finalement, démocratie c'est vraiment une solution dans l'évolution de l'agriculture, ou alors de toute façon on n'aura de toute manière pas le choix? Oula. Bon, je vais commencer par le plus simple, le pétrole. Alors c'est vrai que c'est un axe que je n'ai pas du tout développé.
Mais l'abandon des engrais de synthèse et de la pétrochimie, ça, à mon avis, ça doit faire, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'est 80% de la consommation de pétrole de l'agriculture aujourd'hui. Donc hier, on a eu cette discussion au lycée agricole. En fait, les tracteurs, oui, mais c'est pas là où ça se joue. Ça se joue sur les intrants de pétrole. Donc là, je suis complètement d'accord. Et ce qu'on développe, on pourrait vraiment argumenter là-dessus. C'est un point très très fort. Sur les chiffres que vous citez, ils sont assez controversés. Et le 7 pour 1, il vient d'études américaines sur certains process effectivement très 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 consommateurs en pétrole. Il y a une thèse qui a été faite plus récemment par quelqu'un, je n'arrive jamais à prononcer le nom, Petros Tchatchimpiros, vous trouverez la référence, et qui montre des résultats assez différents pour la France. Et sur le fait, aussi un peu inconfortable, en vérité, en valeur absolue, c'est que l'efficience énergétique française a augmenté avec l'usage du pétrole. Et on peut aussi le concevoir. Quand même, c'est vrai que je parlais des engrais, c'est pas terrible, d'un point de vue environnemental, mais quand vous mettez des engrais, ben, vous boostez votre production de biomasse. Et lui, c'est un écolo, hein, il n'est pas payé par Total. Il a fait ce qu'il a pu, et voilà. Donc c'est un sujet compliqué. Sur la démocratie, ok, enfin là je pense qu'on va en parler. Je pense que ben, on est là, déjà. Il n'y a pas de flics dans la salle, il pourrait y en avoir. C'est loin d'être parfait. C'est loin d'être. Oui, il y en a peut-être d'ailleurs. C'est loin d'être parfait, mais voilà. On a quand même des marges de manœuvre. J'espère ça en tout cas. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut aller 100 fois plus loin. Bon, mais Stéphane Foucard, il écrit ses articles. Il n'est pas viré du monde. Moi, j'avais juste une question pour savoir ce que vous pensiez de la valorisation du fumier humain, si c'était un truc intéressant. Alors oui, bien sûr, c'est un truc super intéressant. Vous imaginez, c'était facile de mettre un petit module Excel là-dedans, donc on l'a testé. Alors, avec des grosses hypothèses de combien on peut en récupérer, etc. Le résultat, c'est que, alors, je parle vraiment de mémoire, mais ça doit être de l'ordre à 10 à 15% de ce qu'il y a besoin pour boucler. Ce qui est à la fois pas beaucoup, mais dans certaines situations, quand vous êtes près des grandes villes, c'est super intéressant. Bon, après, ça c'est le tableur Excel. Je pense qu'en pratique, si on regarde les métaux, les médicaments, les machins, etc., voilà. Mais il y a des chercheurs qui bossent là-dessus, puis l'urine encore plus. Le pipi, c'est encore mieux, et là, c'est plus ça. Dernière question, avant que vous puissiez faire une petite pause pour aller acheter les lucards. Si vous voulez. Et puis après, on reprend, on installe la table. Ça va être très rapide. Merci pour votre exposé qui était très intéressant. Est-ce que vous avez entendu parler du concept de robustesse? Et est-ce que vous l'avez visité? Enfin, il vient de la biologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, j'en ai entendu parler. Et deuxièmement, je pense qu'il est précisément au cœur du raisonnement. C'est-à-dire que tout le blabla que j'ai fait sur les baisses de rendement, c'est exactement ça. C'est plus robuste, quoi. Il y a moins de capital, il y a moins de... Alors, il y aura des sécheresses, il y aura des faillites, il y aura des rages de dents. Ça ne sauve pas tout. Une petite pause donc.